J'ai pensé à vous, chef d'entreprise, en voyant cette photographie de la Banque de France qui m'a surpris. La Banque de France a publié une enquête indiquant que les PME et les ETI vont plutôt mieux, que les marges sont reparties entre 2019 et 2024, et que l'endettement des entreprises, des PME et ETI a reculé. Alors vous étiez pas concerné par les aides quand je vous ai demandé si vous étiez aidé. Est-ce que vous êtes concerné par la photo Banque de France? Je suis toujours surpris parce que parallèlement, vous l'avez dit tout à l'heure, le taux de défaillance des entreprises a encore augmenté. On en a parlé cette semaine. Ah ben on va être à 65 000 ou plus sur l'année. Oui, ça. Et en fait, quand on regarde alors le taux de marge qu'il est augmenté, je pense que les entreprises ont fait des efforts et ont réussi à mieux travailler pour augmenter leur taux de marge. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'histoire du taux d'endettement. Parce qu'en fait, le taux d'endettement, c'est l'endettement sur les capitaux propres. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas l'endettement qui a baissé, c'est les capitaux propres qui ont augmenté. Et c'est ce qui fait que le taux a baissé. D'accord. En fait, oui, les entreprises s'endettent moins. Eh bien d'abord parce que les banques prêtent beaucoup moins. Je le répète, je le redis pour la xème fois au bout de plusieurs années, le système bancaire français ne fait pas son job vis-à-vis des PME et ETI. Donc elles empruntent moins. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vers le private equity, elles vont vers la dette privée et elles augmentent leurs capitaux propres en faisant rentrer à leur capital des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement plus classiques. Donc c'est ça, la dette, elle, n'a pas véritablement baissé. En revanche, les capitaux propres ont augmenté parce qu'il y a recours au private equity et c'est ce qui fait que le taux a baissé. Donc je ne suis pas sûr que l'endettement lui-même en valeur ait baissé. Je n'ai pas ces chiffres, il faudra que la Banque de France nous le dise. Est-ce que l'endettement lui-même a diminué ou est-ce qu'il est toujours aussi important mais que les entreprises ont fait un effort au niveau de leurs capitaux propres pour les augmenter, pour permettre de mieux travailler avec des fonds privés? L'enquête rappelle bien que c'est ce ratio dont il s'agit, de la dette sur capitaux propres. Donc les choses sont précises quand même dans l'enquête. Mais il faut noter qu'aux États-Unis, les entreprises se financent de plus en plus par le privé, par les fonds d'investissement, par la dette privée, beaucoup plus qu'avec les banques. Et on y arrive en Europe par la force des choses. Vous dites depuis longtemps que les banques ne sont pas au rendez-vous. C'est quelque chose qui se détériore selon vous? C'est-à-dire qu'ils ont été gâtés par le PGE. Alors, ils étaient garantis à 90%, donc là ils prêtaient avec grand bonheur. La période PGE est particulière. Oui, mais en fait depuis le PGE, il y a eu beaucoup de problèmes pour les entreprises françaises et européennes. On a eu évidemment le Covid, donc d'où les PGE. Et puis on a eu l'Ukraine, on a eu la crise de l'hyperinflation. On a eu des prix qui ont flambé dans tous les domaines. L'énergie a flambé. J'en suis un bon exemple puisque nous, on a eu une facture d'électricité qui a explosé en fin 2022 à cause de l'Ukraine. Donc, effectivement, les entreprises ont eu du mal à se financer pendant ces années-là, et les banques ont dit « Ouh là là, c'est trop risqué de financer les entreprises parce que l'économie va pas bien, parce que l'Ukraine, parce que l'énergie », et elles ont un peu mis le pied sur le frein de financement des entreprises depuis cette époque. Alors, ça commence à revenir aujourd'hui un petit peu, mais enfin, quand je vois l'état des défaillances d'entreprises en France aujourd'hui, je suis pas sûr que les banquiers vont avoir beaucoup d'appétence pour financer les PME et les ETI. Les banques vous diront qu'elles sont soumises à des normes prudentielles très strictes qui limitent la prise de risque en Europe comparée aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a recours au private equity aujourd'hui, parce que les banques ne font plus leur métier vis-à-vis des entreprises. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sylvain Arébir à Fixmati? Des banques qui ne sont pas au rendez-vous, peut-être effectivement une rentabilité un petit peu recouvrée, mais finalement un endettement qui est lié au fait que le circuit de financement de l'entreprise privée aujourd'hui en France a changé de robinet. Ah, ça, c'est une évidence. Ah, ça, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Je souscris évidemment à ce que dit Sylvain. Les banques aujourd'hui ne jouent pas, ou en tous les cas à la marge, leur rôle de financement de l'économie comme elles devraient le faire. Et heureusement d'ailleurs que la France s'est beaucoup plus financiarisée en matière de private equity, qu'il y a beaucoup plus de fonds. Quelqu'un qui dit du bien de la financiarisation de l'économie, c'est rare. Qu'ils sont beaucoup plus dotés qu'ils ne l'étaient auparavant, parce qu'au moins ça nous donne des interlocuteurs auprès de qui se retourner. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette étude, malgré tout, malgré les défaillances qui sont un fait et qui sont évidemment dramatiques pour ceux qui les vivent. Il y a encore un phénomène rattrapage post-Covid. Je vous rappelle qu'on était tombé à 20-25 000 défaillances pendant Covid sur un chiffre habituel de 55 000. Mais moi, ce que je note malgré tout, c'est la note optimiste qu'il y a dans cette étude, avec en filigrane la résilience malgré tout d'une grande partie
de notre tissu économique, de nos PME, de nos ETI, ce qui pour moi relève du miracle. Regardez la conjoncture internationale qui s'est imposée à nous, avec des incertitudes majeures, tant géopolitiques que commerciales, avec une inflation qui a fait en sorte que les coûts des matières premières a augmenté. Enfin, ces 3 dernières années ont été extrêmement hostiles pour le monde du business. Et malgré ça, vous avez la plupart des entreprises de France qui ont réussi, qui ont réussi à s'en sortir. Pourquoi ? Et ça, c'est tellement révélateur de l'état d'esprit, du tempérament de l'entrepreneur versus celui du technocrate. C'est que quand vous êtes un entrepreneur, eh bien, vous êtes condamné à revoir en permanence vos stratégies si les circonstances l'exigent. Vous êtes obligé de vous adapter à l'imprévisibilité du monde. Vous êtes obligé de développer une certaine forme d'agilité. Vous êtes obligé d'innover. Vous êtes obligé de voir loin. Tout ce que ne fait pas la puissance publique. Et donc, quand vous innovez, quand vous vous remettez en question, quand vous revoyez vos stratégies, quand vous prenez acte qu'un marché ne fonctionne pas très bien et qu'il faut vous repositionner, des décisions qui doivent être prises très vite quand on est dans le monde de l'entreprise, eh bien ça finit par payer et ça finit par avoir des résultats. Et moi j'aspire de tous mes voeux à ce que l'état d'esprit entrepreneurial infuse à tous les niveaux de l'État, dans nos administrations, dans les cabinets ministériels. Parce que si nous avons demain une France qui est plus agile, une France qui regarde davantage le long terme, une France qui sait se remettre en question, une France qui ne s'arc-boute pas des conservatismes du siècle dernier, on a les moyens de faire des choses extraordinaires. Et donc ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont portées par l'entrepreneuriat et on le voit dans toutes ces PME. Il y a encore beaucoup de créations d'entreprises dans notre pays, c'est pas un hasard, et dans tous les domaines, y compris dans les domaines de la tech. Je crois que moi, je préfère toujours, voyez-vous, Nicolas, regarder le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Ça, je sais. Ça, je vous connais, je sais. Il y a un problème de défaillance et ça va hélas continuer pour les raisons de financement dont on a parlé tout à l'heure notamment. Mais il y a aussi en germe la possibilité de faire quelque chose de fantastique à condition que ces valeurs cardinales qui sont portées par l'entrepreneuriat soient celles demain de l'administration française et plus généralement de la France. Bon, je rappelle toujours qu'une défaillance, ça n'est pas forcément le trépas de l'entreprise, même si dans les 3/4 des cas, c'est ce qui se passe, mais c'est le fait d'aller ouvrir des procédures devant les tribunaux de commerce. Vous vouliez 2 secondes pour dire une chose, c'est qu'il y a une banque en France qui aide les entreprises et qui finance les entreprises aujourd'hui par des prêts, c'est la BPI. Et depuis des années, depuis toujours, c'est eux qui ont été moteurs. Et quand les banques prêtaient, elles prêtaient aussi avec l'appui de BPI, puisqu'ils le font conjointement. Et BPI continue à faire ça et tente de ramener avec elles les banques pour financer les entreprises. Donc je répète, alors c'est pas la BPI dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est pas le côté investissement dans les entreprises de la BPI, c'est le côté prêt. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ils sont toujours moteurs et c'est leur rôle dans l'économie française d'aider au financement des entreprises. Ils le font très bien. Il faut admettre que BPI, qui a fêté récemment ses 10 ans, est quand même une entreprise publique qui a fait ses preuves. Voilà. On a souvent tendance à dire du mal du système public, du mal de l'État. Ça a été une initiative sous François Hollande qui a été portée par quelqu'un qui venait du privé, qui a eu une attitude managériale issue du privé et qui aujourd'hui a fait ses preuves à tel point que certains entrepreneurs vous disent si vous n'êtes pas estampillé BPI, les banques ouvrent moins la porte et décrochent moins le téléphone. Donc maintenant, s'il faut avoir le label BPI pour pouvoir survivre en France, c'est une réussite de BPI, mais ça devient aussi symptomatique de quelque chose qui tourne pas forcément très rond. Et c'était la suite du fonds, et c'était la suite du fonds stratégique d'investissement qui avait été mis en place. Oui, absolument. Mais c'était OSEO, c'était OSEO, et le fonds stratégique d'investissement qu'on avait fusionné et c'est un véritable établissement, BPI France, qui publie un PNB, un produit net bancaire, comme tous les établissements bancaires, qui est soumis à des normes prudentielles comme les banques commerciales classiques. Oui, Nathalie. Ça, c'est vraiment, je trouve, le symptôme très français, c'est-à-dire qu'en fait, Parce qu'on vient de dire du bien de quelque chose. Voilà. Il faut quand même pas être libéral au point de tout jeter aux orties, Nathalie. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la financiarisation, c'est un fait, parce qu'en fait, elle vient de l'informatisation de l'économie. En fait, pour tous ceux qui pensent que la financiarisation est un mal, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a des big data et que les computers, ils ont permis de les utiliser pour faire du pricing et donc du marché. Enfin, il n'y a rien de mystérieux devant la financiarisation de l'économie. On n'a pas dit mystérieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas la combattre, quoi. Dire que c'est à la fin, la financiarisation, on va l'arrêter, je ne sais pas comment on peut l'arrêter. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'arrêter, puisqu'en fait, c'est une mise en relation directe de l'investisseur avec les entreprises. Donc, je ne vois pas en quoi c'est mal. On supprime les intermédiaires. Le fait qu'en France, on ait des banques qui étaient là plus que, par exemple, aux États-Unis, puisqu'on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est 30% de financement par les banques, 70% par les marchés. En Europe, c'est l'inverse, parce qu'effectivement, on a une histoire qui fait que les banques étaient là au départ
Parce que en fait, il y a un problème dans beaucoup de pays, c'est que, notamment le nôtre, c'est que l'épargne ne circule pas. Donc, je ne vais pas revenir au débat sur le fait qu'on n'a pas de capitalisation au niveau de la retraite. Enfin bon, bref, on en revient toujours au vieux démon. Mais en fait, ça vient de là, en fait, le fait d'empêcher l'argent de circuler. Et la BPI, en fait, parce que en France, pour toutes ces raisons, on a ce particularisme, eh bien, elle vient, en fait, elle se branche sur les systèmes pour essayer de pallier, en fait, à nos défaillances. Donc la BPI, c'est exactement comme ces crédits d'impôt et ces subventions qu'on met en place. Il y a un genou cassé, du coup... Eh bien, on fait un petit patch. Vous n'êtes pas la première étatique. à considérer que si on avait des vrais fonds de pension obligatoires et de la CAPI depuis, normalement, ça devait voir le jour en 97-18, il est évident que l'épargne tricolore serait beaucoup plus largement, probablement, placée dans l'économie productive. Après, les institutionnels vous disent « Ah oui, mais c'est à cause de solvabilité 2, ma bonne dame, comment voulez-vous que je fasse ?» Dans d'autres pays, il y a aussi les mêmes normes et ils le font. Donc ça, c'est une fausse raison. Alors, on dirait un mot de télétravail. Je voulais revenir avec vous sur les stablecoins. Bon, hier, Agnès Benassi-Kéré de la Banque de France a tenté un exercice de pédagogie sur les stablecoins à $1 pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux de souveraineté internationale, de souveraineté interne à l'Europe. Mais je vais vous poser la question basique. Et il faut essayer d'être aussi pédago. Un stablecoin à $1, à quoi ça sert ? Alors, le stablecoin, c'est une réponse de marché à un problème. Parce que, en fait, souvent, on oublie beaucoup en France que les entreprises qui naissent, c'est parce qu'elles résolvent des problèmes. Voilà. Donc, stablecoin, il est venu résoudre un problème. C'est qu'en fait, on a eu le Bitcoin qui est né. Le Bitcoin était volatile. Et que certes, un entrepreneur, en particulier le premier, c'était Tether, il s'est dit, ah, tiens, quelque chose de volatile, ça va être compliqué pour faire du paiement. Je vais aller proposer une solution qui me permet de faire $1 pour un Tether. Alors, pourquoi c'était utile à l'époque ? Eh bien, parce que ça permettait à ceux qui utilisaient du Bitcoin de pouvoir, en fait, tout d'un coup, s'isoler de la volatilité, éventuellement de l'utiliser en paiement, mais surtout et avant tout, de rester sur la fameuse blockchain. Et l'intérêt d'être sur la blockchain, c'est de ne pas être c'est d'être en retrait de l'État. Donc, il faut bien comprendre que le stablecoin, il est arrivé dans des pays où on avait intérêt à utiliser le Bitcoin, c'est-à-dire c'est des pays où en général on avait des problèmes d'instabilité monétaire et ou des problèmes de répression financière drastiques comme en Argentine, Venezuela, le Liban, la Turquie. Là, je le comprends très 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 bien, mais donc, là, on parle des États-Unis. Oui, mais justement... Avec un stablecoin, $1 adossé à un emprunt US. Oui, mais justement, c'est une demande internationale. C'est bien ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est-à-dire que le stablecoin, il est né parce qu'en fait, au niveau international, ceux qui avaient intérêt à utiliser le Bitcoin, qu'est-ce qu'ils connaissent comme alternative, en fait, à leur monnaie locale ? C'est le dollar. Donc, il n'y a aucune surprise à ce que le stablecoin soit né dollar, puisque le dollar est la monnaie des pays qui, effectivement, faisaient face à des conditions monétaires en particulier, mais financières de façon générale, qui étaient répressives. Donc le stablecoin, il est né comme ça. D'accord. Ensuite, il essaie effectivement d'être utilisé au sein des États-Unis, pourquoi pas, mais effectivement, on voit bien que aujourd'hui, si vous regardez le marché du stablecoin, il est utilisé à 80%, le stablecoin dollar, en dehors des États-Unis. C'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas de stablecoin euro. Parce que l'euro n'est pas une monnaie de substitution au niveau international. Donnez-moi le nombre de pays qui utilisent l'euro quand leur monnaie va mal. Il n'y en a quasiment pas. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, si on prend cette position de marché, c'est une monnaie. Ici, ce stablecoin est venu résoudre des problèmes. Mais donc, ça veut dire que pour vous, l'existence de ces cryptos, elle appelait ça un actif numérique. Oui, bon. Parce que les banques de France, elles ne peuvent pas dire crypto-monnaie. Le risque de substitution monétaire n'en est pas un, et le risque d'érosion de la transmission de la politique monétaire par les banques commerciales n'est pas un sujet. Alors, elle est très peu un sujet, en tout cas pour le moment, dans l'utilisation du stablecoin tel qu'il est dollar. Là, ils vont passer le Genius Act qui va effectivement faire rentrer dans la cour les banques, puisqu'elles vont pouvoir émettre en fait un stablecoin donc on va voir si elles y vont. Si elles y vont, oui, on verra dans quelle mesure ça peut être un moyen digital d'innovation. Mais
Bon, je ne sais pas en fait honnêtement si en tant que les consommateurs est-ce qu'ils vont vouloir utiliser du stablecoin, j'en sais rien pour être très honnête. Et ce qui est important de voir, c'est que les banques vont déjà plus loin. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez JP Morgan, elle est en train de faire ce qu'on appelle de la tokenisation de dépôt. Et un dépôt tokenisé, donc c'est votre dépôt mais de façon digitale, en fait, il est plus rentable qu'un stablecoin, puisque comme l'a très bien expliqué Agnès Benassi-Kéré hier, un stablecoin, c'est un 100% réserve, c'est-à-dire que vous devez détenir autant de réserves que vous émettez votre stablecoin, donc le Tether par exemple. C'est hyper coûteux comme structure. Alors que quand vous êtes en réserve fractionnaire, comme nos banques, c'est-à-dire que vous avez des dépôts mais moins de réserves, bah c'est moins coûteux. Donc je ne sais pas si en fait la tokenisation des dépôts ne va pas en fait tout simplement éteindre la demande de stablecoin, en tout cas à l'intérieur des États-Unis, et donc ce sera un non-sujet. Par contre, à l'extérieur, ça demeure, le sujet demeure, parce que vous avez cette demande de dollars qui peut être digitale et surtout de rester sur la chaîne pour ne pas se faire attraper par le gendarme national. Le stablecoin en euros, c'est donc un mythe. Bon. Moi, je ne vois pas. Parce que le stablecoin en euros qui serait cette fois-ci adossé à des dépôts bancaires, moi, je commence à craindre une migration finalement du dépôt bancaire vers des émetteurs d'actifs numériques. Non, c'est pas rentable pour l'émetteur de stablecoin. Il faut bien comprendre que l'émetteur de stablecoin comme Tether, il a émis un stablecoin. La raison pour laquelle il a détenu des titres du marché monétaire, donc des titres de bons du trésor ou des titres, surtout des billets de trésorerie à l'époque, c'était pour avoir de la rentabilité. Parce que quand on a une réserve à 100%, c'est coûteux de détenir du cash. Donc, il faut qu'on aille détenir autre chose. Sinon, on n'a pas de rentabilité. Notre business model, il est non avenu. Enfin, je veux dire, il s'éteint. Donc, eux, ils n'avaient pas d'autre choix. Et d'ailleurs, à l'époque, les taux d'intérêt étaient très bas. Et c'est pour ça qu'ils détenaient du billet de trésorerie qui avait un peu de taux d'intérêt un peu plus positif que le reste. Avec la hausse des taux, ils sont revenus sur une composition beaucoup plus orientée sur le bon du trésor, parce qu'il est à nouveau rentable. Mais si vous leur faites mettre que du cash, leur profit est égal à zéro. Donc moi, j'y crois pas une seconde. C'est celui-là me passionne. Je sais pas si tout le monde s'y retrouve, franchement. Mais c'est intéressant, on s'y intéresse. Non, mais c'est une incroyable, on vit une incroyable innovation. Il y a l'innovation de paiement, il y en a. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le prélude à la décentralisation de la finance au bout du compte, et ça va être des services qui seront plus accessibles, plus facilement, moins chers, et c'est surtout dans des pays sous-bancarisés qu'on va pouvoir, avec les stablecoins, leur donner des services. Alors, ils n'ont pas les banques sur place, et on va pouvoir leur donner des services qui seront un peu décentralisés, justement. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors après, il y a toute l'histoire du Bitcoin. C'est vrai que le gars qui est en Bitcoin et qui veut en sortir, avant, il devait sortir de là et reprendre du dollar, du vrai dollar, et sortir de sa blockchain, et là, il reste dedans. Voilà. Donc, le stablecoin a un vrai rôle de stabilisateur du cours du Bitcoin. Vous avez beaucoup moins de fluctuations quand vous pouvez aller et revenir très vite sur le Bitcoin, que vous n'avez pas une opération de change à faire ou une opération de sortie de la blockchain à faire à ce moment-là. Mais je pense que pour l'avenir, encore une fois, on parlait de Meta et Essilor Luxottica qui transformaient les lunettes et l'IA. Je pense que dans la finance de demain, il y aura beaucoup de stablecoins. Je suis d'avis qu'on essaie d'expliquer tout ça à nos grands-parents pour voir. Oui. Et les stablecoins, en fait, rivalisent aujourd'hui avec Swift, si vous voulez. Pour le stablecoin dollar, en fait, aujourd'hui, dans les entreprises plus traditionnelles qui ne sont pas forcément en Argentine, ni au Liban, ni quoi que ce soit, en fait, là, on voit qu'il y a des entreprises qui sont intéressées à utiliser le stablecoin parce qu'il va beaucoup plus vite. Il est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il a une commission qui est bien plus inférieure que Swift. Eh ben, je comprends que les banques centrales flippent, Nathalie. Oui, je comprends que les banques centrales... C'est bien, parce que du coup, elles innovent. Il faut... Il n'y a que les Américains qui sont contents, parce que si j'ai bien entendu Agnès Benassi-Kéré hier, en fait, ces stablecoins sont basés sur des bons du Trésor américain. Et donc, quand vous émettez des stablecoins, il faut acheter du bon du Trésor américain. Donc, c'est un soutien à la dette américaine, si je comprends bien. Dans l'obligation, parce que c'est ça qui est nouveau avec éventuellement le Genius Act, c'est que ça devient une obligation. Alors qu'avant, non. C'était l'émetteur qui choisissait la composition de ses réserves. C'est un nouveau canal de financement des Il y en a qui d'ailleurs, qui jugent que c'est pas une bonne idée de les contraindre à détenir du bon du Trésor, pour cette raison.